Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une affaire d'espionnage, un fait divers dont les journalistes de la Belle Époque attendaient beaucoup, mais qui finalement n'a pas tenu toutes ses promesses, c'est l'affaire Ulmo. Je prends d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo a la chance de vous plaire. Vous pouvez aussi bien sûr faire part de vos réflexions dans les commentaires. Maintenant on va en venir à notre affaire Ulmo qu'on va prendre depuis la fin. La une du petit journal illustré que vous voyez ici date d'après le jugement pour trahison de Benjamin Ulmo. On est donc le 8 mars 1908. En dessous, on lit le titre de l'illustration, Le châtiment du traître, Ulmo condamné à la détention perpétuelle et à la dégradation militaire. La scène de la dégradation, vous l'avez au-dessus de l'illustration. Elle est plus ou moins fantaisiste. D'abord, vous voyez ce bâtiment à l'arrière-plan. Normalement, cette scène de la dégradation s'est tenue sur la place Saint-Roch à Toulon. S'il y a des Toulonnais qui regardent cette vidéo, je les invite à écrire dans les commentaires parce que je n'ai pas trouvé de place Saint-Roch actuellement à Toulon, donc j'imagine qu'elle a été renommée. Et dans les cartes postales anciennes, je n'ai pas vu non plus ce type de bâtiment. Surtout quand on regarde autour ici, eh bien on voit essentiellement des marins. C'est une affaire qui concerne la marine. Mais ce qui manque sur cette image, eh bien c'est la foule parce que toutes les relations de l'époque notent la présence d'une foule qui vient là pour insulter le traître et pour assister à la dégradation. Et on note aussi une ambiance d'exécution capitale. Et puis, donc, en dessous de cette scène de dégradation, on a Ulmo qui est en prison et qui a un regard qui semble un regard fou. Et c'est justement ce regard fou qui va gêner la presse finalement dans sa relation de l'épisode. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite puisque maintenant on va revenir au début de l'affaire Ulmo. Pour la presse, l'affaire commence le 24 octobre. Ici, vous voyez, affaire d'espionnage à Toulon, une arrestation. On apprend ce jour-là deux choses. L'arrestation d'un traître éventuel et son nom, Ulmo, enseigne de vaisseau sur un contre-torpilleur. On sait aussi qu'il a une maîtresse, que le journaliste dit aller voir sur sa simple intuition, mais on peut supposer que dès ce moment-là, le journaliste en réalité a déjà des informations de la police. Dès le lendemain, le petit journal a de nouvelles informations et là, ça commence à sentir bon le feuilleton qui va faire vendre du papier. D'abord, on sait pourquoi l'enseigne de vaisseau Ulmo a été arrêté. Il a photographié des documents secrets, il a menacé le ministère de les vendre à l'étranger si on ne lui donnait pas de l'argent. Évidemment, il a fait tout ça anonymement. Déjà, là, on a une bonne histoire. Et notre article ici raconte aussi par le détail l'arrestation d'Ulmo parce que celle-ci est digne d'un roman policier de Simenon. D'ailleurs, le petit journal ne s'y trompe pas et dès le 10 novembre, eh bien, on fait paraître cette représentation de l'arrestation dans le petit journal illustré. Sur cette image, Ulmo est ici. Quelques semaines plus tôt, il a donc photographié des documents secrets, puis il a pris contact avec le ministère pour jouer les maîtres chanteurs. Soit on lui remettait une certaine somme, soit il délivrait les documents à des services secrets étrangers. En réalité, mais ça on ne le sait pas encore, eh bien, il a déjà essayé de vendre ces documents aux Allemands, mais sans succès. Donc il croit réussir son coup et après de rendez-vous ratés, il retrouve finalement ses contacts dans les gorges de Lioul. C'est le paysage que vous avez à l'arrière-plan. Sauf qu'en réalité, il ne le sait pas, mais celui avec qui il a rendez-vous, c'est un policier qui a pour mission de l'arrêter. L'inspecteur Sulzbar est arrivé en premier, il attend Ulmo qui lui arrive en voiture, vous voyez la voiture là-bas. Ulmo descend de voiture, s'approche de Sulzbar et il sort une arme, l'inspecteur a une sacoche à la main, mais au moment de la remettre à Ulmo, il lui saute dessus. C'est l'épisode que vous voyez ici, il lui saute dessus, il le désarme, il le maîtrise. En même temps, on a des policiers qui sortent de leur cachette. Donc on a une arrestation spectaculaire et romanesque qui va beaucoup servir le récit journalistique. Le problème, eh bien, c'est que assez rapidement, on va se rendre compte que Ulmo, c'est surtout un pauvre type accro à la drogue et à sa maîtresse, Marie-Louise Welch, la belle Lison, dont le petit journal parle donc dès son premier numéro sur l'affaire. Et de ce fait, eh bien, c'est un bon fait divers, mais ça ne va pas aller plus loin parce qu'au départ, eh bien, on sent que les journalistes en attendent autre chose, d'autant que on sort de l'affaire Dreyfus et que Ulmo, lui aussi, est juif. Donc on peut espérer une belle polémique qui ne va pas avoir lieu, d'une part parce que Ulmo est franchement coupable, il n'y a pas de question à se poser. Et puis ensuite, eh bien, comme on l'a dit, c'est surtout un pauvre homme qui est accro à la drogue et donc ça va faire un bon fait divers. On va sortir quantité d'articles sur la jeunesse d'Ulmo, sur l'opium dont il était consommateur régulier, mais on sent déjà que les journalistes n'y croient plus tellement.
Toutefois, cette affaire Ulmo est relancée quand on apprend qu'il a effectivement cherché sans succès à vendre ses documents à l'Allemagne. D'autant qu'une autre affaire similaire est mise au jour à peu près au même moment, c'est l'affaire Berton, sauf que Berton n'étant pas juif, eh bien lui, il va se voir épargner une partie des insultes qui accablent Ulmo. Ici, nous sommes le 10 novembre 1907, donc 15 jours après l'arrestation d'Ulmo. Celui-ci n'est pas difficile à interroger, il révèle tout sauf une chose, c'est cette tentative de négociation avec l'Allemagne qui est révélée, elle, aux policiers par les services secrets français. Cette révélation, elle va permettre de refaire quelques articles sur l'affaire, et donc cette une, dont on lit le titre en bas, les actes à bas les traîtres, les actes d'Ulmo et de Berton ont soulevé l'indignation de la France entière. Et donc au centre, eh bien, on a la France entière, avec cette illustration dont on peut penser que l'auteur s'est librement inspiré de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Donc l'illustrateur a représenté Ulmo et Berton dans de petits médaillons en bas. Et ils sont écrasés par le mépris d'une Marianne vengeresse au centre qui invite ses enfants à la vindicte. Et vous voyez donc autour d'elle la représentation du peuple français avec les militaires qui sont au début du XXe siècle encore les citoyens en armes. On a un marin, rappelons qu'Ulmo était enseigne de vaisseau. On a aussi des paysans et des ouvriers, une femme avec son nourrisson dans les bras et même un prêtre tout au fond. C'est assez intéressant tout ça parce qu'on peut aussi y voir une préfiguration de l'Union sacrée de 1914, mais aussi de la mobilisation de toute une population dans un effort de guerre, ce qui ne s'était jamais vu avant la Première Guerre mondiale. Et puis on aperçoit aussi quelques cannes levées assez menaçantes. Rappelons que quelques années plus tôt, en 1899, le président Émile Loubet avait été attaqué à coups de canne à la tribune de l'hippodrome d'Auteuil par un anti-dreyfusard. Dans le petit journal, toutefois, à cette occasion, il n'y a absolument aucune trace d'antisémitisme et je n'ai pas non plus relevé de référence à l'affaire Dreyfus, le capitaine Dreyfus ayant été réhabilité en 1906. Au contraire, on voit ici que Ulmo et Berton sont mis sur le même plan. Évidemment, ce n'est pas la même chose dans d'autres journaux et vous voyez ici un extrait du journal L'Action française du 23 mars 1908, donc après le jugement et la condamnation au bagne d'Ulmo. Donc il s'agit du texte d'une affiche qui est reproduit ici et on lit notamment « La République, c'est le mal. La République est le gouvernement des Juifs traîtres, comme Ulmo et comme Dreyfus, des Juifs voleurs, comme le baron Jacques de Reinhardt, des Juifs corrupteurs du peuple et persécuteurs de la foi catholique, comme l'inventeur juif de la loi du divorce et le Juif inventeur de la loi de séparation. » Donc, ici, évidemment, on n'a aucune mention de l'affaire Berton. Il y a effectivement une loi qui a été promulguée en juillet 1907 qui facilite les divorces, mais pour cette loi, comme pour celle sur la séparation de l'Église et de l'État, on voit mal ce que les Juifs de France ont à faire là-dedans. Toutefois, il s'agit d'une rhétorique assez habituelle dans l'Action française. Et concernant la référence à Dreyfus, eh bien, comme on l'a dit précédemment, le capitaine Dreyfus a été réhabilité en 1906. Et puis on pourrait aussi s'amuser à renverser le raisonnement de l'Action française pour le cas de Ulmo et se demander quelle part justement a joué l'antisémitisme dans la trahison de l'enseigne de vaisseau. Parce que quand on regarde les notations d'Ulmo par ses supérieurs, on s'y aperçoit qu'au début il est extrêmement bien noté. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure que sa carrière avance, on le trouve taciturne et renfermé. Et on sait maintenant qu'Ulmo était en but justement à l'antisémitisme de ses camarades. Alors déjà au quotidien, c'est une chose qui est sans doute difficile à vivre. Mais il faut imaginer ce que ça peut être quand on est coincé sur un bateau 24 heures sur 24 et l'objet de brimades incessantes. En France, les Juifs au XIXe siècle sont dans leur très grande majorité très bien intégrés et très reconnaissants envers la République qui a fait d'eux des citoyens comme les autres. Alors pour quelqu'un comme Ulmo qui est issu d'un milieu au départ qui est assez favorisé, eh bien la découverte de l'antisémitisme subie en plus dans le huis clos des navires de l'époque, ça a dû être quelque chose de très compliqué à vivre, même s'il est aussi certain que dans son drame personnel, la fragilité du personnage, ses rencontres avec la belle Lison et d'autres événements de sa vie ont aussi sans doute joué un grand rôle. Alors si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vous invite à vous abonner. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une promenade dans les rues de Paris ou dans les rues d'une ville de France à la belle époque. Et dans quelques semaines pour un nouveau numéro de Doc d'Histoire.